Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Henri Bourane, délégué syndical CFDT. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la grève à SFR s'est terminée après 3 jours de négociations entre les salariés et la direction. Vos revendications étaient satisfaites pour une partie. Nous y reviendrons avec vous dans ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 28 mai. Elles sont là, après avoir été à l'origine de nombreux blocages du port et d'un conflit social entre la société MCG et la Smart. Les grues ont pris place à Longoni. Reste maintenant à savoir qui les maniera. Explication dans notre journal. La violence frappe chaque jour à tous les coins de rue de Lille. Qu'elle soit physique ou mentale, les dégâts sont souvent dramatiques. Alors que faire face à cette spirale infernale? Psychologues, victimes et commerçants en colère, nous sommes partis à leur rencontre. Depuis le 12 mai dernier, Mahmoud Aziari connaît son sort. Dès lundi, il ne sera plus le directeur général de la CIM. Aujourd'hui, une partie des salariés qui le regrettent déjà lui ont rendu un hommage poignant. Nous étions sur place pour vous faire partager ce moment. Elles étaient attendues depuis plusieurs semaines. Les nouvelles grues de la société Mayotte Channel Gateway font désormais partie du décor à Longoni. Les derniers conflits sociaux entre la société MCG et la Smart portaient sur leur arrivée. En effet, les deux groupes peinent à s'accorder sur l'usage de ce nouveau matériel. Quoi qu'il en soit, ce dernier semble déjà prêt à opérer. Les images sont signées Abbas Alidi et Fred Souleymana. C'est désormais chose faite, les 3 grues commandées par Mayotte Channel Gateway sont arrivées à quai au port de Longoni aujourd'hui. Un investissement de plus de 20 millions d'euros qui devra permettre d'améliorer et d'optimiser les performances en matière de transbordement. Jusqu'à 20 par heure et par grue au lieu de 11 actuellement, les performances des nouvelles machines sont considérables. Avec ces 3 nouvelles grues Liber de 40 mètres environ de hauteur, on pourra avoir des navires qui auront plus de 12 ou 13 containers de largeur. Donc on va vraiment rentrer dans une nouvelle ère. Pour vous donner une idée, donc on pourrait même accueillir des bateaux qu'on appelle des Panamax. Donc Panamax sont des bateaux qui rentrent dans le canal de Panama. Parce que là on est vraiment dans une technologie de pointe avec du matériel très performant. Du matériel de pointe qui fait donc des heureux, mais du côté de certains salariés de Mayotte Channel Gateway, c'est avec le cœur gros qu'ils vont regarder les choses se faire. Des grues qu'ils ont longtemps attendues, mais qui n'auront probablement jamais l'occasion de manipuler. J'aurais aimé, quand les grues soient installées là, qu'on puisse, nous, salariés de MCG ou Smart, en étant mahorais dans notre île, ça aurait été bien les premiers à pouvoir monter dans le grue. Et maintenant, comme la formation est annulée, j'ai peur quand même qu'on nous amène des autres professionnels de grue pour travailler. Et nous, on est là et on dit toujours qu'il y a le chômage à Mayotte. Peut-être si je change de poste aujourd'hui, j'aurais donné la chance à un frère ou quelqu'un d'autre de prendre ma place. Une occasion manquée de participer pleinement au développement du port, car malgré la polémique suscitée par l'arrivée des grues, la directrice de Mayotte Channel Gateway ne perd pas de vue ses objectifs. On se met sur la carte et maintenant on peut réellement, on a déjà entamé des négociations commerciales, on peut vraiment faire la commercialisation de notre port. La Réunion, c'est sur un axe Durban-Asie, sur le bas de Madagascar. Nous sommes vraiment dans le canal, vraiment dans le canal Mozambique qui fait au débat, on peut dire, Moyen-Orient vers nous. On va mettre ça, il y a plusieurs choses à côté qui va s'améliorer aussi. On regarde plein d'autres choses. Les ambitions de la gestionnaire du port sont donc on ne peut plus claires et c'est assurément une véritable femme d'affaires qu'elle s'en donnera les moyens. Alors maintenant que les grues sont arrivées à Mayotte, reste à trouver la meilleure équation pour que chacun y trouve son compte. Après 3 jours d'une grève historique, puisqu'il s'agit de la toute première en 14 ans de présence de la société SFR à Mayotte, un protocole de fin de conflit a été signé en fin de matinée. Le travail a repris dans l'après-midi et les grévistes, tout sourire, ont évacué la voie publique satisfaits. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné.
C'est en dansant que les agents de SFR Mayotte ont accueilli cette bonne nouvelle. Un accord a été trouvé et la grève a pris fin ce matin. Impatients d'être traités comme leurs collègues réunionnais, les salariés se réjouissent du calendrier mis en place par la direction. En effet, dès le mois de juin, la convention collective des télécommunications devrait être appliquée. Il y a juste une demi-heure, ce protocole a été signé avec une certaine satisfaction, en tout cas pour le moment, des différentes revendications. Ce qui est très important, c'est qu'un calendrier très précis a été mis en place avec la directrice des ressources humaines qui s'engage à revenir à Mayotte dès le mois de juin et ce jusqu'au mois de septembre pour lancer tous les chantiers. Le protocole de fin de conflit aurait pu être signé hier, mais c'est désormais de l'histoire ancienne, car les négociations ont abouti et le protocole de fin de conflit comporte plusieurs points importants que nous énumère le secrétaire syndical. La convention collective des télécommunications, les primes de participation, la prime d'intéressement, les fiches d'emploi, l'ouverture de négociations annuelles obligatoires. Voilà, donc ce sont des points qui nécessitent effectivement du travail, de la technicité. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que dans 15 jours, on puisse être prêt pour ces grandes négociations. Satisfaits, les agents SFR Mayotte se préparent d'ores et déjà à travailler avec la direction sur l'application de la convention collective des télécommunications. Un vrai ouf de soulagement pour tout le monde. Ouf de soulagement, je me tourne vers vous, Armi Bourane, délégué syndical CFDT à SFR. Alors, 8 revendications ont été portées, 7 ont été satisfaites. Quelle est votre plus grande victoire aujourd'hui parmi ces revendications qui ont été satisfaites, Armi? Alors, tout d'abord, merci à Kwesi pour l'invitation. Un grand bonsoir à l'ensemble des Mahorais, mais aussi un bonsoir à tous les salariés de la SMR. Pour répondre à votre question, je dirais la revendication principale qui était satisfaite concerne l'accord dit d'intéressement et l'accord dit de participation. Parce que c'est vraiment ces deux accords sur lesquels les salariés avaient une forte attente. Parce que si vous voulez, tous les ans, la SMR donc, participe au chiffre d'affaires du groupe et il nous semble tout à fait légitime de pouvoir être intéressé et de pouvoir aussi bénéficier de ces accords de participation. Alors, il est également question d'une convention collective. Alors tout à fait, ça c'est le deuxième point. Donc je parlerai de 2 points qui sont pour nous une grande victoire. Le deuxième point effectivement concerne l'ouverture d'une négociation pour voir les modalités de l'application de la convention collective tout en respectant les spécificités réglementaires de Mayotte. Parce que, effectivement, comme vous le savez, comme je le dis depuis plusieurs jours, Mayotte est encore spécifique. Dans ses spécificités, en particulier pour ne parler que de celle-là, le Code du travail mahorais n'est pas encore aligné au Code du travail métropolitain et réunionnais en particulier. Donc, nous avons une dernière version. L'application de certaines conventions à Mayotte. Ah, effectivement. Alors, vous faites très bien de poser cette question. C'est que il n'y a aujourd'hui aucune entreprise, mise à part EDM, qui a ce qu'on appelle la convention collective nationale, après de chaque branche. Ce qui se fait, d'accord, c'est ce qu'on appelle des accords de groupe, des accords d'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des accords qui n'engagent que les forces syndicales et la direction. Il s'agit tout simplement d'une volonté de la direction d'aller vers ce type d'accord. Évidemment, dans ces accords-là, le contenu est une partie plus ou moins importante de ce qu'on appelle les conventions collectives, mais en tout cas, ce ne sont pas des conventions collectives. En gros, on piocherait dans la convention collective les éléments qui vont s'adapter à ce qui se passe dans l'entreprise au niveau local. Alors, effectivement, l'exercice qui va commencer pour nous très rapidement, l'exercice va consister à aller prendre tous les éléments qui se trouvent dans cette convention collective en métropole et à La Réunion, les comparer au Code du travail et voir tous les éléments qui ne sont pas bloquants par rapport au Code du travail et les intégrer dans cet accord d'entreprise. Alors, dans le conflit qui opposait les salariés de la BFC et leur direction, on avait vu justement cet avocat qui disait que la convention collective n'était pas applicable. Il avait raison dans ces cas-là ?
Alors, effectivement, et c'est un point important à souligner, c'est que certes Mayotte est département, mais il y a encore, on le sait, je ne vais pas faire la liste ici, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas encore alignés, dont le Code du travail. Donc, parce qu'il y a eu, je ne vous le cache pas, pour ces réunions avec nos directions, des échanges avec nos fédérations respectives, avec des juristes, avec des spécialistes de ces questions-là, et le point revient souvent, c'est que oui, il y a une spécificité Mayotte sur ce point-là. Il s'agit ici donc à nos élus, à la DIECT, au MEDEF, de travailler main dans la main avec les forces syndicales, avec les salariés, pour qu'on puisse enfin aligner ce fameux code du travail, pour qu'on puisse enfin avoir des vraies conventions collectives nationales de chaque branche au niveau de Mayotte. Et pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi ça aurait été plus simple de revoir le code du travail avant même de revendiquer peut-être? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi attendre maintenant pour le faire? Alors, votre question concerne en fait pourquoi le code du travail, en fait, pourquoi, comme on le sait, on sait que c'est un code du travail qui est spécifique, qui empêche justement l'application de certaines conventions. Pourquoi on n'a pas travaillé là-dessus bien avant? Alors, vous savez, enfin, certains conflits. Je dirais, c'est vraiment le travail des politiques. C'est le travail qui doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le travail qui doit se faire au niveau des différentes chambres consulaires, de manière à aligner effectivement. Il y a un travail de fond qui doit être fait de manière à aligner rapidement. Donc ce travail-là, il n'est pas arrêté. La dernière version du Code du travail mahorais est de novembre 2014. Je présume, je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste du Code du travail, en tout cas pas encore. Je présume que une nouvelle version ou des nouvelles versions vont arriver pour qu'on soit réellement aligné et pour qu'on puisse, sur ces thèmes-là, comme la Convention collective nationale, puisse beaucoup plus facilement être en négociation et être traité d'égal à égal. Merci beaucoup, Hormis. Je rappelle, vous êtes le délégué syndical CFDT de SFR. Juste un dernier mot. Je souhaitais encourager nos camarades de la SMAE, la SOGIA, qui sont encore en grève. En tout cas, un grand soutien des camarades de la SFR. Bon courage, tenez bon. Je suis sûr que l'issue sera positive. Justement, ça fait une belle transition puisque le mouvement de grève des agents de la SMAE a été reconduit ce matin. Toujours mobilisés devant la société, les salariés ont organisé un voulée. À 14h30, les représentants syndicaux ont été reçus au SIEM sans la direction. Les syndicats s'apprêtent cependant à déposer plainte contre la gendarmerie de Mtsamboro qui aurait enlevé leur banderole sur le site de Bouyouni. Déterminés, les salariés souhaitent aller jusqu'au bout, notamment en ce qui concerne leur demande de formation. Opcalia détiendrait un budget de formation de 8 000 € par an pour chaque salarié. À l'heure où nous parlons, les négociations semblent en bonne voie. Un protocole de sortie de conflit serait en cours de rédaction. Ils attendent l'aval des délégués syndicaux pour valider le texte. C'est à l'issue de l'entretien avec Bavi, le directeur du SIEM, le président du SIEM, que les choses se seraient dénouées. Et sur les 7 revendications portées, au moins 4 ont été satisfaites. Les victimes de violences et d'agressions physiques à l'arme blanche intériorisent souvent leur souffrance psychologique et psychologues et médecins les accompagnent pour les aider à extérioriser leur peine. La parole reste souvent la seule thérapie contre l'enfermement, l'emprisonnement moral dans lesquels ces personnes se laissent entraîner. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le regard que portent les victimes sur elles-mêmes change après avoir subi des violences physiques. Cette victime qui témoigne de façon anonyme souhaite quitter Mayotte. Engagé depuis plusieurs années pour venir en aide aux jeunes, il a été agressé au couteau devant une foule de personnes sans qu'on lui vienne en aide alors qu'il tentait d'aider un de ses élèves en avril dernier. J'ai compté aux 50 ou 100 personnes qui étaient autour, qui regardaient venir m'aider et personne n'est venu. J'ai réussi à mettre un des jeunes par terre parce qu'ils étaient 2. C'est là où il m'a planté à gauche. Et quand on était à terre, le deuxième est venu me planter à droite. Et personne, je me suis levé. J'ai vu que j'étais vraiment blessé, je saignais. Mon épouse était devant, était là, était témoin. Elle a vu tout ce qui s'est passé, elle criait « Aidez mon mari », mais personne, c'est même elle qui a appelé les secours, qui a appelé la police.
La dernière victime en date serait un jeune de 14 ans qui aurait été poignardé vendredi dernier en sortant du collège Mgombani. Ne voulant pas témoigner, le père du jeune encore sous le choc réalise soulagé qu'il aurait pu enterrer son fils. Il est souvent difficile de faire parler les victimes et dans le cadre médical, les professionnels de santé avancent au rythme des patients. Mais pour les journalistes, la tâche est titanesque. Je vous disais tout à l'heure, le sentiment d'insécurité et le sentiment, la peur des représailles. C'est-à-dire, nous avons eu le cas dernièrement d'une victime qui s'est fait agresser une fois. 2 jours après, ils sont revenus. 15 jours après, ils sont revenus. Et la personne, finalement, ne souhaite plus en parler, et est écœurée, ne se sent pas sécurisée, ne veut même plus faire les démarches auprès du commissariat ou de la gendarmerie pour des dépôts de plainte. C'est-à-dire qu'il y a une usure, et puis il y a la peur. Pour la victime qui témoigne anonymement dans ce sujet, montrer ses cicatrices au regard public serait dévoiler une intimité qui lui rappelle combien il a été maltraité. L'amertume refait alors surface et c'est envahi de questions et de doutes que l'homme termine son témoignage. Ces violences qui frappent de plus en plus fréquemment à Mayotte n'épargnent pas les acteurs de santé qui pour beaucoup quittent le territoire. La psychologue qui intervient dans le reportage, Caroline Pernaud-Lafarge, quittera à son tour le 101e département après y avoir vécu durant 14 ans. Et si la spirale de la violence n'est pas rapidement enrayée, il y a fort à parier que bien d'autres la suivront. À Mayotte, on le voit chaque jour, la violence physique frappe d'innocents citoyens qui se trouvent souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. En début de semaine, le magasin Agora Market a été victime de vols et de caillassage. Une situation qui se répète trop souvent et qui pousse la gérante à pousser un cri de désespoir. Car au-delà de la violence physique, la violence mentale fait elle aussi des ravages. Fred Souleymana et Pierre Bellucci. Cambriolés, caillassés, agressés, les clients et les gérants de la boutique Agora Market en ont marre. Mardi et mercredi soir, des bandes de jeunes ont semé la pagaille, volant une chaise et jetant d'énormes pierres sur la route et sur la façade du magasin toujours ouvert. L'un des clients a été atteint par les jeunes alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Il témoigne. Je venais acheter le truc à la boutique. En sortant de la boutique, j'ai vu un groupe des garçons, c'est pas des gamins, il y a ceux qui sont 18 ans, 19 ans comme ça. Il y a aussi des gamins aussi, en jetant des cailloux et il nous a caillassés en sortant de la boutique. Quand j'ai pris les cailloux sur ma ventre, là j'ai tombé par terre, il y a quelqu'un qui est venu pour donc juste pour me faire soigner. Des jeunes qui agissent en toute impunité et que rien n'arrête, comme l'explique la gérante du magasin. Je vous dis, ils ont peur de rien, ils ont peur de personne. Même les autorités, ils ont peur de personne, ils les narguent. C'est pas normal, c'est pas ces gamins de 12 ans, de 10 ans qui font peur aux gens. Mais nous, on n'a pas le droit. Parce que s'ils viennent, on les corrige. Un enfant qui vient, qui fait des bêtises, mais il y a un souci. On vient lui demander, ou on le ramène à la police. Au bout de quelques heures, il passe devant vous, il vous nargue, il vous insulte, il vous dit, mais il a peur de personne. Insultée, narguée, cambriolée, cette femme demande aux autorités d'agir pour pouvoir travailler sereinement. Vraiment, on sollicite vraiment l'État de prendre vraiment ses dispositions, de prendre ses mesures par rapport à ça, parce qu'on en a assez, on en a assez. Moi, ça fait la 4e siècle que je dirais, mais une énième fois, je n'ai même plus le courage d'aller à la police. Parce que je pars à la police, je suis un magasin, je suis responsable, mais on a besoin de moi au magasin. Je ne vais pas passer toute la journée là-bas, mais je suis obligée de le faire. Mais ça continue, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Comme cette gérante, de nombreux commerçants vivent dans la peur d'être agressés et volés par des individus que rien n'arrête. Jusqu'à quand ? Depuis mardi, la protection judiciaire de la jeunesse est de nouveau en grève. 3 semaines après un premier mouvement, les éducateurs se sont de nouveau rendus au tribunal pour prévenir la juge qu'ils ne pourront pas prendre part aux audiences. Il semblerait que les promesses du ministère de la Justice n'ont pas été tenues. Patrice Dubreuil nous explique les points de désaccord. On l'écoute au micro de Shakila Youssouf. Les contractuels, ils ont signé des contrats l'année dernière et l'année d'avant. Où il y a des choses qui sont mentionnées dessus et qui n'ont pas été payées, qui n'ont pas été tenues par notre administration.
Alors que je le rappelle, nous sommes quand même au ministère de la Justice. Si déjà le ministère de la Justice ne respecte pas les engagements écrits entre leur personnel et l'administration, c'est quand même dommage. Nous demandons également depuis longtemps avoir des explications et des réponses claires sur le sujet des congés administratifs, car nous ne sommes plus sous le décret de 96, nous sommes sous le décret maintenant de 2014. Donc nous demandons à bénéficier, en plus de leurs congés du droit commun, c'est-à-dire les congés annuels, 30 jours de 2 mois supplémentaires par rapport aux congés administratifs. Je vous propose maintenant de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce jeudi 28 mai en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Les choses se tramaient depuis plusieurs jours. Les salariés de la Colas ont lancé un préavis de grève pour le 1er juin prochain. Les nombreuses négociations annuelles obligatoires n'ont pas abouti. Depuis, les négociations sont au point mort, tandis que les syndicats souhaitent toujours l'ouverture rapide de pourparlers. L'intersyndicale est d'ores et déjà formée et se prépare pour un éventuel bras de fer dès le 1er juin prochain. À suivre. Ce matin, les habitants de Sada ont décidé de bloquer la route à une heure très matinale. Alors qu'il ne faisait pas encore jour, un petit groupe d'administrés ont empêché les véhicules de circuler. Ils protestent contre les coupures quasi quotidiennes d'électricité et ne comprennent pas pourquoi ils doivent endurer ce genre de désagréments. Les gendarmes se sont rendus sur place pour lever le barrage. À noter que la veille, la même action avait été mise en place pour protester contre les accidents de la route qui se multiplient. Reste maintenant à savoir si ces deux actions répétées coup sur coup porteront leurs fruits. Le 2 juin 2015, dans l'hémicycle du conseil départemental, aura lieu le premier colloque professionnel dédié aux violences faites aux femmes et de façon plus large aux violences intrafamiliales. La sensibilisation et la formation des professionnels est une des priorités centrales de l'État, de l'association Gynécologie sans frontières et de l'ensemble des acteurs concernés. Placé sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, avec le soutien du ministère de l'Outre-mer, le colloque est destiné à améliorer l'implication des acteurs et la prise en charge des victimes grâce à l'acquisition d'une culture commune facilitant la coopération interprofessionnelle. Cette première journée de conférence portera notamment sur le dépistage, la prise en charge en réseau et la prévention de ces violences. Le 12 mai dernier, nous avions suivi de près le feuilleton de sa non-réélection en tant que directeur général de la CIM. Aujourd'hui, vers midi, Mahmoud Aziari s'est rendu dans les locaux de la CIM afin d'y récupérer ses affaires, loin d'imaginer ce qu'il attendait. Le directeur a été couvert de cadeaux et de remerciements. Un moment chargé d'émotions pour celui qui s'est vu décerner le titre virtuel de meilleur directeur général de la Société immobilière de Mayotte. Reportage Pierre Bellucci et Patrick Millan. Ils étaient présents en nombre pour lui dire au revoir et le remercier. Les salariés de la CIM ont réservé une surprise pleine d'émotions au désormais ex-directeur de la Société immobilière de Mayotte. Pour son départ, Mahmoud Aziari a reçu de nombreux cadeaux dans une ambiance où l'émotion était palpable. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais les cadeaux que vous me faites me vont vraiment droit au cœur. Je fais encore beaucoup d'efforts pour ne pas pleurer. Okay. Celui que beaucoup regrettent déjà a également reçu un titre honorifique de meilleur directeur général de la CIM, juste avant qu'une chanson retraçant son parcours ne fasse frissonner l'Assemblée. Un bel hommage et une occasion pour Mahmoud Aziari de rappeler son engagement précoce et sans faille envers son département. Moi, j'ai été un peu un gars pas normal, puisque à 19 ans ou à 20 ans, j'étais déjà en train de mener un mouvement ici avec les jeunes étudiants. Parce qu'à cette époque-là, d'abord, c'était très compliqué d'avoir le bac à La Réunion. Demain, Mahmoud Aziari se rendra à nouveau dans les locaux de la CIM
pour participer à un conseil d'administration exceptionnel. En effet, de 8h à midi, les actionnaires doivent nommer un nouveau directeur général afin que la société immobilière de Mayotte continue de fonctionner sans lui. Nous a rejoint sur ce plateau Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Alors on avait suivi, comme on l'a dit dans le reportage, le feuilleton de Mahmoud Aziari, sa non-réélection à la tête de la CIM. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est chose faite, il a récupéré ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé clairement? Est-ce qu'aujourd'hui, les salariés se voient déjà avec un nouveau directeur ou c'est des choses qui vont arriver dans quelques temps seulement? Alors je ne sais pas s'il se voit déjà avec un nouveau directeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau directeur va être nommé probablement demain. Demain, une réunion va se tenir avec les actionnaires, avec Mahmoud Aziari. Donc il va être là peut-être pour donner son avis sur la question. On ne peut pas imaginer que demain, lundi, Mahmoud Aziari ne sera plus là et qu'il n'y aura pas de directeur de la CIM. La CIM ne peut pas fonctionner sans directeur. C'est impossible. Au niveau de l'organisation, ça poserait énormément de problèmes. On ne peut pas laisser une administration si importante sans personne à sa tête. Donc voilà, après pour revenir aussi également sur ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un de très aimé, Mahmoud Aziari, par les salariés, des personnes qui vraiment sont attachées à lui, à Mayotte aussi. Effectivement, ça a été. Il y a eu beaucoup d'émotions lors de son départ finalement, et voilà, on était présents. Il n'a pas pleuré, mais c'était vraiment très chargé en émotions, à la fois pour lui et à la fois pour les salariés. Alors la personne qui va reprendre derrière lui. De ce côté-là, un nom. Pour le moment, rien à filtrer, on ne sait pas. On imagine quand même que les actionnaires ont des noms et que demain, ils savent qui va prendre sa place. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile pour la personne qui va prendre sa place parce que lui est très aimé et il va avoir une lourde charge à assumer. Alors au niveau, on a vu comment s'était passé le conseil d'administration. Aujourd'hui, il y a un apaisement. Est-ce qu'au niveau des personnes qui ont pris part à cette élection, est-ce qu'il y a des choses il y a eu des conséquences après, par la suite? Mais des conséquences, pour l'instant, on ne sait pas. C'est vrai que depuis quelque temps, il n'y a aucune communication, donc on ne sait pas ce qui se passe. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'effectivement, il y aurait une réunion exceptionnelle qui allait se tenir, mais on était un peu dans le flou total. On est dans le flou total sur le futur directeur. Aujourd'hui, la volonté de calmer le jeu avec tout ce qui s'est passé, maintenant de faire les choses de manière beaucoup plus discrète, avec moins de... Probablement qu'il y a un besoin d'apaisement surtout. On sait que l'affaire a fait grand bruit, que ça a été très compliqué et comme je le disais, ça va être très compliqué pour la personne qui va reprendre derrière lui, qui va devoir assumer cette lourde charge auprès des salariés et auprès de toute la population mahoraise. Merci beaucoup Pierre Bellucci. Je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole, Souleymana, membre de l'opposition Assada. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan. Bonne soirée à vous sur KTV.